Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours live avec Electrolux. Bonjour Eric, ça va bien? Ça va très très bien. On est bien, on est en live, donc il est samedi, c'est juste après le déjeuner là. Il est quoi? Il est 13h37 exactement pour être en live. Et nous allons cuisiner ensemble. Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner justement? Alors on va faire deux recettes. Une première, c'est un peu un mélange de cultures. On va travailler autour de la Bretagne avec la farine de sarrasin et la menthe. Voilà. Farine de sarrasin à menthe. Farine de sarrasin, petit sablé en base. C'est un petit sablé qui peut être décliné soit à l'apéritif, juste pour le croquer comme ça avec un peu de fleur de sel, soit s'en servir en fond de tarte ou s'en servir pour plein de choses comme ça. C'est une petite recette passe-partout qui est recette passe-partout, mais vraiment intéressante et surtout qui a beaucoup de goût. C'est important. D'accord. Et la deuxième recette que l'on fera après? Et la deuxième recette, elle est un tout petit peu plus technique, quoique très facile à réaliser. Le but, c'était vraiment que vous puissiez le faire à la maison. Et c'est vraiment l'idée d'améliorer votre quotidien et de faire des recettes faciles. Donc la deuxième recette, c'est une tatin de céleri boule, moutarde et miel aux amandes. Donc la tatin, c'est vraiment cette tarte inversée. Et il y aura un petit caramel et tout? On peut peut-être pas en dire plus tout de suite. Ça va se faire tout seul, c'est plein de gourmandises. Alors, on a juste préparé quelque chose. Il est au four pour l'instant. Oui. On en parle juste, mais on reviendra dessus après. On en parle vraiment en disant juste, vous voyez, ça cuit là-bas, c'est la grosse boule. Ouais. Tu nous expliques juste ce que c'est? En fait, ce qu'il faut vous dire surtout, c'est que les recettes que vous allez voir là, vous allez pouvoir les retrouver à partir de lundi. Sur la chaîne YouTube Electrolux. Voilà. Donc moi, sur la recette que j'ai, je vous ai préparé un céleri boule cuit en poudre de sel, aussi dans le four Electrolux, grâce à la vapeur. Donc là, il se termine gentiment. Voilà, donc là, il cuit tranquillement. Mais moi, je vais vous montrer, si vous n'avez pas le temps de le faire, des méthodes plus rapides et plus simples. Je vais vous montrer aujourd'hui une méthode plus simple. D'accord. Donc, on va commencer par le sablé. Alors, ce que je propose, Eric, moi, je vais montrer tous les ingrédients pour revenir sur la recette. Comme ça, pendant ce temps-là, tu vas te mettre légèrement sur le côté. Alors, comme ça, quand il revient, il est encore mieux. Donc, la recette pour ces sablés, on va avoir besoin de 100 g de farine de sarrasin. On va avoir besoin de 50 g de farine de blé. On va avoir besoin de 75 g de beurre. J'ai la tablette entière, mais je vais pouvoir la peser. De l'amande fraîche, du piment d'Espelette et une petite pointe de sel. Ouais. Alors le sel, c'est pas n'importe quel sel. Moi, je préfère utiliser toujours le sel de Guérande. Voilà. Ça, on commence à avoir l'habitude maintenant. On ne prend pas n'importe quel sel quand on est avec Eric Guérin. Non. Ça, c'est hyper important. Alors, comme on fait une pâte à sablé, il nous faut un bol. Exactement. Donc, il faut un bol. On va mettre les farines. Alors, je te laisse faire. Pendant ce temps-là, je fais 75 g de beurre. Alors, le beurre pour le sablé, c'est mieux qu'il soit un peu à température ambiante. Justement, température ambiante, on évite de le faire fondre. On évite de faire fondre parce que sinon ça colle tout de suite. Il faut vraiment qu'il y ait... là, je pense que ça se voit tout de suite. On voit... Regarde. Ouais, c'est mou. On fait des empreintes de doigts dessus. On sent que c'est mou, mais en même temps, on n'a pas le côté fondant liquide. Alors, on a plein de petits mots sympas. On a Jeff qui est très heureux que tu sois avec nous en direct. Alors n'hésitez pas, sur le côté, vous voyez, vous avez des questions. Non, hop, c'est de l'autre côté. Vous avez les questions, vous les posez, nous on les reçoit au fur et à mesure. Donc les questions sur le matériel, sur les fours, sur les cuissons, sur tout ce que l'on peut faire ou ne pas faire autour des recettes que l'on va vous présenter aujourd'hui, vous n'hésitez pas. Alors, le beurre, on le met avec la farine? Le beurre, on va le mettre avec la farine. Moi, je vais ciseler un petit peu de menthe. Alors on a mis 15 g de menthe fraîche, là encore, c'est vraiment pour histoire de mettre un poids. Moi je le fais un petit peu à l'œil. On pourrait s'amuser à mélanger un petit peu la menthe, la mélisse, quelques herbes du jardin. On pourrait mettre on peut s'amuser à le faire au thym, au romarin. Après c'est vraiment un choix. Encore une fois, moi j'aime bien la menthe, j'aime bien son côté frais. C'est rare de la voir comme ça en petit sablé. Il va garder un côté un peu mentholé à la fin, ce sablé-là, ouais, ça reste vraiment dedans. Ouais. Ce que j'aime bien utiliser, par exemple, là, quand on fait un sablé à l'amande comme ça, alors c'est un goût très personnel, mais c'est mettre un poivre. Notamment si on met un poivre de Sarawak, là, un noir ou blanc, un peu mentholé, ça fait ressortir vraiment les saveurs de la menthe. On a quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, les herbes, important. Je veux pas vous voir, attention, j'ai l'œil. Je veux pas vous voir faire comme ça là. On n'écrase pas. À partir du moment où on écrase et on fait comme ça,
que ce soit n'importe quelle herbe, elle prend un goût d'herbe de jardin tondue, elle perd toutes ses saveurs. Donc on y va, on prend son temps, on met ses petits doigts correctement, là, un peu penché, on penche sa lame de couteau, et même si vous faites comme ça, tout doucement, je veux juste un coup de couteau sur les herbes, pas plus. On le voit bien, voilà. hein, la planche elle est pas verte à la fin. Et si vous mettez bien vos doigts, il n'y a plus besoin de regarder, ça se fait tout seul. Alors c'est pas grave s'il y a des morceaux un petit peu plus gros, ça va apporter dans le croquant un petit peu de matière, de temps en temps ce sera un peu plus frais, de temps en temps un peu moins. On n'est pas non plus... Oh ça sent bon la menthe. Ça sent bon tout de suite. Ah hein. ouais, tout de suite la menthe. Moi je trouve que ça nous amène vraiment en voyage tout de suite la menthe. Alors toi t'as mis ça, tu peux déjà peut-être commencer à mélanger. Allez c'est parti. Tu mélanges comment à la main? Je vais mélanger à la main. Ah ouais. On rentre dans le cœur du produit, nous. Ah. On n'est pas des rigolos. Alors, on pourrait en imaginer une version sucrée de ce type de sablé? On peut exactement le faire comme on veut. On peut le sucrer, on peut le saler plus, on pourrait se dire, tiens, bah, j'ai envie de le faire au curry, par exemple. Tu vois, pour utiliser un curry. Tu pourrais le faire cumin cannelle, un petit peu comme une recette de tagine. Ouais, comme une recette de tagine, voilà, c'est le genre de choses qui peuvent revenir. Alors ça, on vous invite sur la chaîne YouTube Electrolux, allez-y, vous allez voir. Des replays, on en a d'autres. Ouais. Le tagine est très très bon. On pourrait s'amuser à dire, bah tiens, on met zeste de citron jaune, zeste de citron vert, avec un peu de menthe ou avec une autre herbe, hein, avec de l'estragon. C'est vraiment à volonté. On pourrait mettre de la moutarde directement dedans, pour s'amuser à faire un petit sablé un peu moutardé. Alors, on a une question. Avec le sarrasin, ça c'est Constance qui nous pose la question. Quelle herbe fraîche se marie bien? Le sarrasin, il y a beaucoup de choses qui se marient bien. Moi, je vois aucune objection à quoi que ce soit par rapport au sarrasin. Ouais, c'est... Ouais. Après, faites vos essais, mais vous allez voir. Voilà, ouais, le sarrasin, c'est vraiment un produit qui s'utilise bien. Plus on met du sarrasin, moins on met de la farine de froment et moins on a des problèmes aujourd'hui de gluten et tout ça. Voilà. Hop là. On réinvente rien. Hein. La farine de sarrasin était là bien avant nous. Ouais, donc on le voit, on est généreux. Hein. 15 grammes, c'est à la fin... Moi j'en mets beaucoup, j'adore ça la menthe. Donc là, il y a les farines, le beurre. Il y a les farines. Farine de sarrasin, un petit peu de farine de froment, du beurre. Je vais mettre une petite pointe de piment d'Espelette. Allez, hop. On a mis le sel ou on a pas mis le sel? Non, on n'a pas encore mis le sel. Un petit peu de sel. On a mis du beurre doux, on aurait pu mettre du beurre salé. Ouais. Bien ça, évidemment, goût, hein. Chez moi, en Bretagne, on utilise presque que du beurre salé. Ça n'existe pas le beurre, c'est le beurre de parisien. Hop. Voilà. On va essayer de faire une petite boule. Donc au bout d'un moment, il s'amalgame. Ouais. Hop. On évite de repeindre le studio. Oui, je vais essayer de travailler proprement. Oh, comme le studio est propre, ça va. Hop. Voilà, tu fais une petite boule et puis ça, on va la laisser reposer un petit peu, ce qui va nous donner le temps de démarrer la deuxième recette. Ça va donner un sablé friable. Ça donne un sablé qui est vraiment agréable. Tu sais, tu croques dedans et tu as toutes les saveurs. Évanescent avec toutes les saveurs et tout. Ouais. Hop. Un aspect très léger. Tac. Comme ça, chef. C'est parfait. Super. On l'étale un petit peu, on va le mettre on le laisse comme ça reposer. Je vais le mettre au frais un petit peu reposé. Comme on ne le laisse pas longtemps, on n'a pas besoin de le couvrir. On va le laisser comme ça. Alors, le sablé, c'est fait, c'est au frais. Le sablé est au frais. Voilà. Ensuite, on en est. Je reprends mes petites recettes pour être sûr que je vous raconte pas des bêtises et que j'aille pas trop à l'instinct. Parce que c'est toujours un peu le problème avec les chefs, c'est que nous on part vite à la dérive et on change d'avis tout le temps. On cuisine au feeling, comme on dit. Alors ensuite on va faire la tatin de céleri boule, moutarde, miel et amande. Tout un programme. Alors céleri. Donc je rappelle les ingrédients. Une boule de céleri. Bon celle-ci elle est énorme, on va pouvoir faire des tatins pour la semaine. On va compter quoi? Une centaine de grammes par personne à peu près, oui, c'est bien. Oui. Du sel de Guérande.
Alors ça, on va pas le prendre, le gros sel, parce que c'était... Voilà, effectivement, tu vois, là, dans la recette, moi j'avais mis la boule de céleri, et que là, on va le faire en direct. Donc après, il faut 30 g de moutarde. Nous avons. Moutarde de Dijon, classique. Hein. 70 g de miel. J'ai le miel. Alors, si vous voulez du bon miel, vous m'appelez, je vous envoie le miel de mes ruches. Tac. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Du beurre. 140 g de beurre. Donc là, on va revenir dans la tablette que l'on avait tout à l'heure. Voilà. S'il est salé, pas de problème. On fait avec. 70 g d'amandes effilées. On les a là. Si jamais vous n'avez pas d'amandes effilées, vous n'avez que des amandes hachées, on ne va pas rentrer en panique, on ne va pas courir. On utilise ce qu'on a aussi sous la main. C'est pas un souci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Déjà, peut-être que je vais sortir mon céleri boule. Ah, on va le montrer? Oui, je pense. Oui, on peut le montrer. Alors, on le montre. Ou on prépare ça et on le montre après. On prépare ça, comme ça on le lance en cuisson, comme ça, exactement. Allez, on y va. Donc, on va préparer un céleri boule. Alors, comment on prépare cette bestiole-là? Ça fait toujours un peu peur à la maison, le céleri boule. Ouais. Il faut un couteau plutôt épais et on le coupe. Là, je vais le couper en deux. Déjà, il a une face plate. Bien contre la planche, ça évite de se blesser. Voilà, ensuite... Et on voit bien, tu coupes vers la planche. Hein. Faut jamais couper vers soi. Hein. Ouais, voilà. Sinon, on se coupe les doigts. Hein. Voilà, et ça sert à rien d'appuyer non plus. L'important dans un couteau, et ça souvent on oublie, c'est pas d'utiliser ou le bout là ou le bout là et puis d'appuyer. L'important c'est d'utiliser la lame. Donc si on pose, et je montre souvent, on peut tenir même à 2 doigts et on fait comme ça. Et notamment quand on coupe un poisson, un saumon, quelque chose comme ça, c'est important d'utiliser la lame. On force moins et on abîme moins le produit. Il n'y a pas forcément une peau très épaisse, c'est juste qu'elle est irrégulière au départ. Oui. Ça, alors c'est un peu terreux, il faut que ça soit bien lavé. On peut l'utiliser pour mettre dans un bouillon, pour parfumer quelque chose. On peut les conserver, les faire sécher au four. Alors là, sans humidité. On peut faire sécher au four à quelques degrés, autour de 100, 120 degrés. Et puis on les fait sécher un petit peu et après on les conserve effectivement. Et ça peut servir pour vos bouillons. Le céleri, ça a une saveur forte, mais c'est tellement agréable quand il est bien dosé. Très très bon. Hop. Et même un petit céleri cru là, très fort, râpé. Ah mais c'est très, très c'est super bon. J'aime beaucoup ça. Alors. Donc, on recoupe encore en deux. Là, je le recoupe en deux. Est-ce que tu as une mandoline? Oui. J'ai même 2 modèles de mandoline. Alors la mandoline, l'idée ça va être de faire des tranches fines. Oui, voilà. L'idée c'est de faire des tranches fines. C'est un peu l'idée du millefeuille. C'est d'avoir le maximum de tranches et le plus fin possible. Voilà, on est comment là? On va être épais, je crois. Hein. Alors tu as la réglette on va être ici. Un peu épais. Alors il existe différents modèles, hein. Il y a ça, il y a les petites que vous pouvez trouver aussi. On pourrait le faire. On appelle la mandoline japonaise. Voilà. Celle-là. Hein. On a différents modèles. L'idée c'est de pouvoir couper des tranches fines. Ça marchera aussi au couteau avec un petit peu d'attention. Bon là tu vois, je suis beaucoup trop gros. Si on veut vraiment des chances très très fines. Bah, plus c'est fin, plus il va y avoir d'épaisseur, plus ça va être intéressant au niveau de la texture, et plus en plus au niveau de la cuisson, on est pas mal. Là on est bien. On est pas mal. Si on arrive à voir, vous voyez, on est vraiment très très fin. Là pareil, on pose la main, on met pas les doigts, comme ça c'est pas bon. On pose la main et c'est avec la paume de la main qui est là qu'on appuie. Hein. Jusqu'à la fin, on se sert que de la paume de la main qui est là. S'il reste un petit bout, c'est pas très grave, c'est moins grave que de se couper. Ça y est, je vais avoir un accident direct. Hop. Bon, là on en prend un peu, on va peut-être se prendre un... Ouais, je prends un... Ouais, ou le bol là, tu vois, regarde un bol du dessous. C'est pas mal. Ceux-là, on va les garder pour autre chose. On va les mettre là. Donc on le disait, il va falloir une centaine de grammes à peu près pour... Ouais. Ça, c'est une entrée, c'est un plat, c'est non, ça c'est plus un plat. Hein. C'est un plat, ça peut être une garniture. On va dire que c'est un plat végétarien. C'est très à la mode aujourd'hui. C'est très bon aussi. Rien n'empêche dans ce plat-là de rajouter un petit peu de viande hachée ou de la volaille. Ou, tu vois, après, tu peux tout faire évoluer. Il vous reste des poissons d'hier, un petit peu, on peut le mettre dedans. Il n'y a aucun souci, on peut s'éclater avec ça. Même des coquillages, ça peut être sympa.
C'est un côté frais, c'est très intéressant ça. On n'en prend pas assez du céleri. C'est un légume qui se conserve bien. C'est ouais, un beau légume de saison en plus. Effectivement, faites attention à la taille, ils sont fin d'été en général, ils sont un peu plus petits, mais là ils commencent à avoir des tailles là, ça commence conséquents. Ouais. Après, le céleri, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir l'associer à d'autres légumes. C'est-à-dire que là, on aurait pu très bien mettre du céleri, par exemple, on met de la pomme. Tu vois, on joue un peu sur ce côté un peu acidulé sucré. En rajoutant de la même manière, on lamelle comme ça. De la même manière, en lamelle, on aurait pu mettre de la butternut, faire un mélange blanc-orange. Après, c'est vraiment, moi je vous montre des bases. Ces bases-là, on les fait évoluer comme on veut. Alors ça nous servira pour faire une soupe ce soir. Je pense qu'on en a pas mal, sinon on en refera vite tout à l'heure. Je vais donner un petit coup de propre sur la planche. Ben voilà. Tac. Hop. Donc le céleri, ça va être la base de notre tatin. Exactement. J'ai perdu ma poubelle. Alors, il y a Jeff qui me dit ça fait flipper la mandoline, j'ai peur de perdre un doigt. Mais non, mais non. Alors, en général, il peut y avoir aussi si vous perdez un doigt, Jeff, il en reste 9. Oui, donc, ça c'est déjà pas si mal. Ça va. ça fait 9 tartes possibles. Faire des tartes. Non, vraiment, si vous tenez avec la paume de la main ici, là, et comme ça, et tranquillement, on n'est pas pressé. Moi, je vais un petit peu plus vite, mais on n'est pas pressé. Vous le faites tranquille à la maison. Allez hop, il n'y a pas de raison. Ce qu'il faut surtout pas, c'est avoir le réflexe de mettre la main, de fermer, parce que là, on se coupe le bout des doigts ou le dessus des doigts, c'est pire. Puis on se rend compte qu'en général, les modèles sont vendus maintenant avec des guides qui permettent... Aussi, ouais, de plus en plus. Et après, je pense que vraiment, quand on se coupe ou quand on se brûle en cuisine, c'est un manque de concentration. Il faut rester... quand on n'aime pas faire quelque chose, on ne le fait pas. Donc, moi, je me coupe pas, je me brûle pas. Sauf peut-être aujourd'hui. Allez, donc on est parti. Donc là, première partie, on a préparé nos légumes. On prend un plat. Dans ce plat-là, qu'est-ce que je vous ai dit? On fait bouillir le miel. Donc on va mettre 70 grammes de miel. C'est 70 grammes précis? Non, c'est pas précis. Le pot fait 250, donc ça fait 2 grosses cuillères en fait. Cuillères. Hop, il est joli. Hein. Ça, c'est le miel de tes ruches. Alors celui-là, c'est pas celui de mes ruches. Celui de mes ruches est encore plus joli. Hop. Je suis un peu chauvin, mais bon, c'est important. C'est important de faire attention au miel aussi qu'on utilise, parce qu'il y a beaucoup de miel qui est importé aujourd'hui. Et c'est important de soutenir nos amis apiculteurs, vu tout ce qui se passe avec les abeilles et la difficulté aujourd'hui pour tenir cet équilibre. Alors. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner une petite ébullition. On se prépare un peu notre caramel si on veut. On va y mettre de la moutarde. La moutarde, c'est un petit peu comme le vinaigre, c'est un petit peu comme les piments, ça casse le sucre. Donc ça va apporter, ça fait saliver. Ça va apporter en bouche, d'abord, on n'a pas l'effet qu'on peut avoir d'écœurement. On n'a pas l'effet de trop de sucre. Ça nettoie les papilles, ça fait saliver et ça donne envie d'y retourner. Donc c'est important d'en mettre. On peut aussi jouer en rajoutant un tout petit peu de piment d'Espelette pour encore plus dégraisser, donner encore plus de fraîcheur. Hop là. Donc là, tu as la moutarde. Alors, il y avait le beurre aussi, on le met avec... Il y a le beurre, non, je crois que je mets la moutarde avant. Faire bouillir le miel, le beurre, ah ouais, c'est ça. Donc on peut mettre le beurre. Le beurre, c'était combien? C'était 150 grammes, je crois. Ouais, c'est ça. On est généreux en beurre. 150 grammes, 140, 150, le beurre, il faut en mettre. Ok. Allez, petit couteau. On y va. Vous pouvez avoir un petit côté caramel beurre salé. Hop, on met une petite pointe de fleur de sel de Guérande dedans. Et ça, on va aller vraiment jusqu'à la caramélisation? Non, on donne juste une ébullition, on fait bien fondre. Et tu vas voir, on va avoir de la grosse bulle. Dès que la bulle devient grosse, c'est bon. Oh, ça sent bon. Alors, on va mettre le four à 180 degrés. Ok, four à 180 degrés. Four à 180 degrés. Donc là, on a le modèle sans la roulette. Faut peut-être plus que tu te mettes de ce côté-là, sinon nos amis ils vont rien voir. Alors donc là, hop, on allume le four. Il nous demande le mode de cuisson. Donc moi là, je vais lui proposer. Ok, on va mettre chaleur tournante plus vapeur. Donc c'est là, pardon. Hop, voilà, chaleur tournante plus vapeur. Ok. Du coup, il me demande. Il est bien ce four parce qu'il me dit tout ce que je dois faire. Il me dit d'ajouter de l'eau. L'eau, c'est ici. Pouf. Voilà. On prend un petit peu d'eau. Alors, c'est moins d'1 litre. Hein.
De toute façon, si à un moment ou un autre le four n'a plus d'eau, il va sonner, il va nous dire hey, les gars, il n'y a plus d'eau. Ne m'oubliez pas. Mais il s'éteint pas pendant ce temps-là. Non, non. Donc là, c'est pas une recette où j'ai vraiment besoin de beaucoup de vapeur. On est sur 25% de vapeur. Donc voilà, je mets un peu d'eau. C'est quoi les avantages justement de cuire avec de la vapeur? Alors là, vu qu'on est sur une tarte, l'avantage n'est pas évident. L'évidence pour moi, c'est qu'il va apporter plus de moelleux. Il va permettre à la pâte de bien dorer. Et il va permettre à l'intérieur de rester un petit peu comme une cocotte minute, tu vois, d'apporter toujours de l'humidité pour pas que ça dessèche, pour que la cuisson soit régulière et se dispense de manière douce et naturelle. Voilà, et naturelle à l'intérieur de la tatin. Alors, c'est. J'ai pas mis. Attends, j'ai pas mis le truc. Ajouter l'eau, poursuivre. L'eau, j'ai mis. Donc après, il faut que je mette la température 180. À combien je le fais? Normalement, ça doit être dans ces eaux-là. 170. 180. Non, c'est ça. Hein. Ah non, pardon, 180. 180, donc c'est nickel. Là, il est parti. On va le laisser faire tranquillement. Alors nous, là, on a la dernière version du four. Ouais. Il y a exactement le même four qui existe avec la manette et on est d'accord que ça fonctionne exactement de la même manière. Exactement. Hop. Donc là, on revient. On a donc notre mélange. Excuse-moi, je passe devant toi. Donc beurre. là, on a le mélange. On a mis le miel, on a mis le beurre. Tu vois qu'on est parti. Alors on fait pas colorer plus que ça ne l'est. On part pas dans des caramélisations qui peuvent apporter un peu d'amertume. L'essentiel juste c'est que tout ça soit bien mélangé. Et puis on va ajouter la moutarde. Alors je me mets même hors du feu pour ajouter la moutarde. C'est bien tout à la fin, la moutarde. Je préfère la mettre à la fin, sinon ça fait des petits grains. Et la moutarde n'a pas trop besoin ni envie de cuire. Alors si vous avez une moutarde à l'ancienne, hein, pas de panique, ça marche aussi. Hein. Si vous avez une moutarde parfumée, pas de panique, ça marche aussi. On peut même s'amuser après à jouer avec des moutardes. On peut s'amuser à déglacer un petit peu avec un vinaigre de cidre ou un vinaigre parfumé si on a envie. Ça va aussi dépendre du type de miel qu'on a utilisé. Oui. Si on a des miels plus ou moins parfumés. Oui, oui. Après, si tu veux, chacun peut raconter son histoire avec ses madeleines de Proust et tout ça. C'est ça la cuisine. Donc le poivre, pareil, plutôt du poivre en grain que l'on moud au fur et à mesure, plutôt qu'arriver avec du poivre déjà moulu. Bien entendu. Si on n'aime pas le poivre, on n'en met pas. Si on veut être un peu plus frais, on a dit qu'on pouvait mettre un tout petit peu de piment d'Espelette. Voilà. Si on n'a pas de piment d'Espelette, on peut utiliser un petit piment oiseau séché qu'on va effriter. Alors attention, parce que le piment oiseau, ça envoie. Hein. Faut pas en mettre trop non plus. C'est peut-être aussi l'avantage d'utiliser du céleri, comme c'est un légume qui est assez puissant. En fait, il s'accommode avec énormément de types de produits. Bien sûr. Tu sais, on pourrait râper de la muscade, on pourrait faire plein de choses. Hein. On peut mettre des épices après dessus. Attends, là, on va se mettre juste devant. Ça, tu vas être. Donc là maintenant, on a notre base de caramel, on a nos légumes. Un moule à tarte, on peut utiliser nous notre poêle. Alors elle passe au four parce que vous voyez, il n'y a qu'une poignée. Donc on va pouvoir utiliser notre poêle comme support, comme tourtière. Ouais. Et donc on va monter. Après, on monte en couche, tout simplement. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit coupé fin. Ouais. Ouais, puis l'effet millefeuille est intéressant. Parce que ça vient vraiment apporter un croquant, une fraîcheur, un visuel aussi qui est sympa. On fait comme ça. On va monter sur une épaisseur de quoi Moi je remplis. On va remplir. Je remplis, ouais. Je remplis. On est généreux, on remplit. On n'est pas que deux à manger à la maison. Ah non. Une famille nombreuse. Ouais, voilà, c'est ça. On attend des amis. Et c'est dans ces couches-là qu'on aurait mis justement la viande. Voilà, par exemple, là j'ai fait une couche. S'il me reste, si j'ai un peu de viande hachée, alors je peux la mettre avec quelques herbes. On aurait pu mettre un peu d'estragon, on aurait pu rajouter des choses. Hein. On peut s'amuser. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vais saler un petit peu entre les couches, légèrement. Tac. Alors on va bien chercher à couvrir les bords aussi. On est passé un peu vite, mais souvenez-vous que la tarte tatin, elle se retourne. Donc la première épaisseur est très importante puisque ça va être la présentation finale. Et ensuite, on comble en fonction du relief de votre moule, tout simplement. En sachant que là, en plus, normalement, on met les amandes à la fin. Alors je peux aussi m'amuser à mettre des amandes. Tiens, on va le faire.
On peut aussi mettre, tu vois, des amandes entre chaque couche. Et puis pas les mettre à la fin. En fait, c'est ça aussi, hein, je pense que chacun a vraiment sa sensibilité par rapport à une recette. Et l'important quand on prend une recette, c'est d'avoir une idée. Et c'est pas de vouloir la refaire vraiment à l'identique, mais de se dire, tiens, lui, son univers, c'est ça. Avec la même chose, la même idée, moi, je le ferai avec quoi? Et ça, c'est important en cuisine, c'est de se garder toujours cette porte ouverte sur ses envies, ramener chaque chose à soi et avoir bien sûr un matériel adéquat, voilà, et puis efficient. Ouais. On va bien le voir, effectivement, le fait de cuire même une tarte avec un four performant, et notamment parce qu'il y a des petites options de vapeur, ça va être très intéressant. Oui. Alors, souvenez-vous, hein, là, on met notre première tarte version rapide au four, et tout à l'heure, on a toujours la petite surprise qu'Eric nous a réservée avec la boule de céleri que tu as déjà précuit au sel. Ça, on va l'ouvrir tout à l'heure, vous allez voir, c'est un bonheur. Donc là, on a alterné sel, amande. Sel, amande, des couches de ça. Alors bon, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui reviennent, hein, enfin, qui viennent juste d'arriver, pardon, on peut très bien imaginer une couche de pommes, une couche de céleri, une couche de butternut si on a envie, ou autre chose. Hein. On pourrait mettre du navet, on peut s'amuser avec plein de choses. Ah, un petit navet boule d'or là-dedans. Ouais, navet boule d'or en ce moment, c'est superbe. Hein. Ça pourrait être très très bien ça. Ouais. Ça me tente. Je sais pas pour les gens, voilà, il y a des gens qui vont me dire j'aime pas le céleri, bah faites-le au navet. On le fait au navet. Vous faites le navet pomme et mettez des graines de fenouil. Vous allez voir, c'est génial. Bon voilà, on est pas mal hein. On en a assez? On est pas mal. Donc quand on a ça, comme c'est une tarte tatin, qu'est-ce qu'on fait? On la remplit plus? Non, on est bien là. On est bien. Allez. Donc ça, on est censé la recouvrir après. On est avec une pâte. Donc là aussi on a voulu faire simple pour vous montrer que c'est pas parce qu'on a des grands chefs qu'il faut pas forcément avoir un grand chef à la maison pour arriver à faire de la cuisine. Alors tu sais ce qu'on peut faire aussi, ce qui est vachement sympa, c'est de se rajouter une petite pointe de beurre à la finale. Sur le dessus? Ouais. Comme ça il va fondre à l'intérieur, ça va être sympa. Tiens, 2 petites noix là. Tac. C'est le gros avantage du live, vous voyez, c'est qu'en direct on interagit, tout n'est pas forcément écrit en cuisine. Non. Alors ça. Donc on va la retailler peut-être à la taille de... Ouais. Tu veux la... Non, je vais regarder... Ah ouais, on est pas mal là. Comme ça on se fait un emporte-pièce. Allez, on fait un emporte-pièce. Moi j'allais poser dessus et couper le long, mais... Ouais, voilà. Mais avec un emporte-pièce, c'est pas mal. Hop. J'avoue. Touc. Les parures, vous pouvez faire des petits feuilletés que vous cuirez en même temps que vos sablés à la maison. Ouais. On peut même les reprendre, remélanger de la menthe à l'intérieur, voilà. réassaisonner. Ou alors tu mets des petites morceaux de jambon et tu les roules. En cuisine, on ne jette plus rien. Non. Ça, c'est important. Et on couvre. Donc là, on y va bien sur les bords. C'est beau. En fait, ça va cuire à l'étouffée à l'intérieur. Ouais. Ça va cuire à l'étouffée tout en étant nourri par la petite touche des 25% de vapeur. Ce qui va vraiment garder ce côté fondant, moelleux, gourmand. C'est bien parce qu'on va avoir à la fois le croustillant qu'on recherche et en même temps on n'a pas le côté, tu sais, des fois qu'on peut avoir des séchures à cornir au four. Ouais, là on va vraiment être là on a tout. Homogène. On a tout. Les cuissons sont parfaites. On peut même faire un petit trou si on a envie. Donc, le petit trou, la cheminée. Tac. On fait un petit trou. Voilà. Ok. Bon. Donc ça au four. On va le mettre pendant 30 minutes à 180 degrés. Et je vous rappelle qu'on a mis chaleur tournante plus vapeur dans ce four et qu'on a ajouté de l'eau. On sent bien la vapeur là. L'eau, c'est ici. Hein, on a ajouté de l'eau, alors juste un tout petit peu moins d'1 litre. Et puis après, on laisse le four faire. Hop. On enlève, ouais, ça c'est mieux. Tac. Superbe. Et on est parti. On va pouvoir la voir pousser en direct notre tarte. Hein.
Est-ce que tu as mis le temps? Ce serait pas mal de mettre le temps. Non, je vais mettre le temps. Mon temps. Hop. Minuteur. Voilà. Alors, on est 30 minutes. Pendant ce temps, je sors la surprise tout de suite. Ah ouais, moi je ferais bien les sablés, comme ça quand ils sont au four, on va avoir le temps de... Oui, pour mettre mes sablés au four, il faut que je sorte. Ah bah oui. Faut que je préchauffe mon four. Donc je vais sortir ma surprise du four. Allez, c'est parti. 30 minutes ici. Surprise. Alors, hop, on va pouvoir la poser là. Ah, c'est une surprise de taille. Regarde ça. Tu veux que je la pose ouais, au milieu là voilà. Donc là, il va falloir que tu nous... on allume le four, on le préchauffe. Surprise de taille. Pendant ce temps-là, si je reprends ma recette des sablés, on va les cuire 25 minutes avec 25% de vapeur là aussi. Et on va mettre le four en chaleur tournante, donc plus vapeur, et on va le mettre à 175. Donc, le mode cuisson, ok, chaleur tournante plus vapeur. Je ne sais pas si vous voyez, chaleur tournante plus vapeur, ok. Il me demande pas d'ajouter, enfin il me demande d'ajouter de l'eau, mais j'en ai déjà mis. Donc normalement je n'ai pas besoin d'en mettre. Je vais peut-être en remettre un petit peu parce que j'ai cuit le céleri. Je vais pas en mettre beaucoup. C'est tout simple. On remplit un petit peu là, ça descend tout seul. On met toujours moins d'1 litre. Hop, pour éviter que ça déborde. Après c'est que de l'eau. Hein. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'il me dit ensuite? Il se met en route. Voilà, et on est à 180 degrés là. Oh, ça va aller. On va le faire comme ça. Allez, on va le faire comme ça. Alors lui, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, c'est le même céleri boule pardon, que celui vu tout à l'heure. Donc c'est un gros céleri boule comme ça. Voilà, je l'épluche. Pas encore. On garde la peau cette fois-ci. Et avec ça, on va utiliser du gros sel gris de Guérande. Donc à peu près 2 kg de céleri de Guérande. Encore une fois, c'est 2 kg parce que la boule, elle est énorme. Hein. On trouve aujourd'hui des petits céleri boules qui peuvent être pour 1 ou 2 personnes. Celui-là, il est très très gros, c'est un céleri boule familial. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va le recouvrir, vraiment le recouvrir de sel. On fait une petite pâte à sel. Alors soit on met des blancs d'œufs, soit on met un peu d'eau. Et puis faut le liant en fait. Voilà, faut le liant et après on fait comme de la pâte à modeler, on le recouvre, c'est ludique et on va mettre ça au four. Et on le cuit environ 45 minutes à 170 degrés. Et là, une fois encore, la magie des 25% de vapeur, c'est qu'on arrive à faire cette jolie croûte. Et en même temps, on garde quelque chose, tu vois. Moi, je le vois, hein, mais voilà. Là, au toucher, on n'est pas desséché, on n'est pas brûlé. Il n'y a pas de notes carbonisées ou noires ou des choses comme ça. On est resté vraiment très moelleux. Et je pense que si on le coupe en deux, on a quelque chose d'assez extraordinaire. On va pouvoir le couper après nos sablés. La croûte on peut même le couper maintenant. Hein. Ouais. Regarde. Tu veux le couper après? Ouais, pendant que ça cuit. Ouais, comme ça, on va le laisser refroidir un peu parce que là, il est très chaud. Alors, attends, j'ai un deuxième. Comme ça, on va pouvoir se le mettre derrière. Là. Hop, ça on le garde devant nous. Voilà, lui, on va le laisser reposer un tout petit peu là. Ça évitera que je me brûle. Et on va revenir sur nos sablés. Tu as un rouleau. On va te mettre sur une feuille. Donc la feuille, l'idée c'est d'éviter d'en mettre partout sur le plan de travail. Ouais. Ça y est, vous voyez. Oh, c'est joli, à l'intérieur, donc là je rappelle, on a mis de la menthe, un petit peu de poivre, un petit peu de piment. Et encore une fois, c'est un choix personnel, mais on pourrait le parfumer à tout ce qu'on veut. On peut jouer la note sucrée, la note salée. On l'étale ou tu veux une deuxième feuille? Non, c'est... Ouais, on va l'étaler comme ça. Il est un peu sec par contre. Hein. Ça, c'est un peu les inconvénients du direct, c'est que des fois, on est un peu sec. Si ça nous arrive à la maison, on rajoute un tout petit peu d'eau quand on est en train de malaxer. Voilà. Tout petit peu d'eau pour qu'il soit un peu moins sec et moins friable. Là, on va avoir vraiment un sablé très friable. Ça arrive à la maison aussi. En général, les farines sont plus ou moins humides.
Ah, puis là, on est dans un studio, il fait très très chaud. Donc on étale petit à petit. On n'a pas tout écrasé d'un coup, hein. On voit bien, là tu pars vers le haut et vers le bas, quoi. Je me sers pas de la force. Ouais, je fais rouler, hein. C'est comme avec le couteau tout à l'heure. L'important c'est de faire rouler, d'être régulier. Donc ça, on l'a dit, c'est une base. Donc forcément, on peut l'utiliser pour ce qu'on veut en fait. On peut s'amuser, tu vois, on pourrait faire un genre de pizza et s'amuser comme ça. On peut faire des petits sablés. On pourrait faire une base de grande, un peu comme une bande, puis mettre ce qu'on veut dessus. Ouais, donc ça, c'est vraiment un support qui va nous servir après à monter les entrées de nos rêves. On pourrait s'amuser à mettre des petits escargots. Et alors, on coupe toujours avant cuisson? Ouais, moi je préfère les couper avant cuisson. C'est plus net? Donc là, on est sur une épaisseur de 2-3 mm. Hein. On est ouais, c'est ça. Bon, là, on va avoir un iPad qui est un peu friable, du coup, ils vont pas être très, très jolis, le sablé. Peut-être essaye de. Allez, je vais prendre un tout petit peu d'eau dans celle-là. On va voir si la deuxième, si on peut la rendre un peu plus élastique. Hop. Tiens, je vais prendre les parures un peu. On fait quoi, des petits cubes? Ah, on peut faire des petits cubes, c'est très sympa. Ça nous servira pour l'apéritif. Ouais. On peut s'amuser à faire des triangles, des ronds. Et après, on peut les garnir de tout ce qu'on veut. Je te redonne un peu mes parures? Ouais, vas-y, on va mettre les parures dedans. Je cherche quelque chose pour mettre les sablés avant de les mettre au four. Je vais te donner une plaque. Hop. Allez, la deuxième moitié devrait aller mieux. Voilà, on fait quand même des jolis petits sablés aussi. Hein. C'est juste qu'ils sont un peu plus fragiles. Oh, mais ils sont magnifiques. Ils sont bien. Hein. Alors si on fait une version apéritif, comme on a envie de faire là, des petits sablés salés, on peut s'amuser à mettre un peu, tu vois, tu prends un peu de fleur de sel de Guérande, toc, t'en mets un peu comme ça. Et c'est sympa parce qu'au four, avec l'humidité et tout, elle va rentrer, elle va devenir très croustillante sans pour autant fondre et disparaître. Alors, j'ai une question. Ah. Est-ce que les recettes intégrées dans le four sont vraiment fiables? Est-ce que les recettes intégrées dans le four sont vraiment fiables? Voilà une question. Normalement, ces recettes-là ont été testées. Donc, alors pas par moi. Moi, j'apporte des recettes originales. Normalement, elles ont toutes été testées, donc il n'y a pas de raison. Après, comme j'ai expliqué sur une autre recette, en fait, tout vient aussi des ingrédients. C'est-à-dire que si d'un seul coup on a un poisson un peu plus épais, si on a un poisson un peu plus froid, forcément, il va y avoir une certaine adaptation à avoir. Oui, on peut jamais dire si c'est 10 minutes, peut-être que ce sera 11. Parce que on peut avoir une petite différence de température, d'humidité, de lieu, de produit, de saison. Et tout ça, ça joue toujours un tout petit peu. Oui, les seules recettes après, si vous voulez toujours vérifier quand même, quoi qu'il arrive, le four ne pourra pas tout faire à votre place. Mais ensuite, il y a la sonde, par exemple, qui peut nous servir à être sûr et certain que tout fonctionne bien. Oui, alors ça, la sonde, c'est plutôt pour une histoire de cuisson. Voilà, pour les cuissons, là... La sonde, alors là aussi, on est très proche du four professionnel. La sonde, vous voyez, c'est cette petite chose-là. Alors ça, c'est tout simple. Ça se branche à l'intérieur. Alors là, le four est très chaud. Ça y est, je suis perdu dans mes lunettes. Le four est très très chaud, donc je vais éviter de me brûler. Mais vous voyez, là, il y a un petit... je branche ma sonde ici. Et ensuite, le four lui-même va me dire tout ce que j'ai à faire, va me demander la température à cœur. Et après, vous suivez votre recette. Si vous avez besoin que votre filet de bœuf
qu'il soit à telle température ou votre poisson à telle température. Avec la sonde, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et là aussi, c'est vraiment un atout supplémentaire. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait plus ou on reste sur cette formule-là? Bon, on fait voir peut-être en étalant un tout petit peu qu'en fait, c'est pas si mal. Il suffit juste de temps en temps de rajouter quelques gouttes d'eau. Oui. Ça, vous allez voir, pareil, quand vous parlez de fiabilité des recettes, même nous, quand elles sont testées, archi-testées, oui. Ça nous arrive de temps en temps de devoir rajouter. Là, j'ai mis quoi, une cuillère à soupe d'eau. Hein, c'est vraiment. On a mis une cuillère à soupe d'eau, tout simplement parce qu'ici, on est sous les spotlights et forcément, ça joue aussi sur la recette. Donc là, la cuisine, c'est pas toujours mathématique. C'est toujours pareil, on étale tout doucement. Ça, ces petits sablés-là. Effectivement, moi, je les imagine très bien en accompagnement avec des petites salades ou des purées de légumes, des choses dans ce genre-là. Ça serait vraiment sympa. Une petite crème de chèvre frais dessus, un peu écrasée, ou alors tu rajoutes un peu de cumin. Ou tu peux aussi faire plein de choses avec. Hein. Moi, dessus, je mets mon grain de sel en fait. Voilà. Moi, il y a une herbe que j'aime beaucoup, c'est la gastache. Tu sais qu'il y a c'est un petit peu anisé, mentholé, et si on les fait avec, c'est génial. Alors, j'ai une question. Combien de degrés avec la sonde de cuisson pour un gâteau au chocolat? Alors là, bah, j'ai envie de dire, simplifiez-vous la vie. Hein. Le gâteau, il est cuit quand il est sec. Oui. Le gâteau, il n'y a pas besoin d'avoir une sonde au chocolat. Hein. Vous trempez votre couteau au milieu, on voit tout de suite le degré de cuisson. C'est plus du feeling là, encore une fois. Et je pense que la sonde, elle est vraiment plus intéressante à utiliser sur un poisson ou sur une grosse pièce de bœuf ou sur quelque chose cuit en croûte ou vraiment des choses comme ça. Faut pas s'embêter à utiliser la sonde sur un gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat, une plage au moins de 10 ou 15 degrés, en plus ou en moins, c'est pas très très grave. Non. Vous vérifiez juste par contre. Au pire, vous pouvez planter avec la sonde et si elle est ressort sèche, ça marche. Voilà. J'essaye d'utiliser la sonde puisqu'on l'a, mais non, c'est vraiment. Ah voilà, c'est mieux là. Non, par exemple, quand vous faites un foie gras, là c'est intéressant de savoir à quelle température vous voulez la cuisson en fonction. Si vous voulez un foie gras mi-cuit, un peu plus cuit, un peu moins cuit. Digressons un tout petit peu. Ton foie gras, tu le cuis à combien toi? Alors moi, c'est un peu spécial parce que je le cuis sous vide et souvent je suis plus dans les fours. Oh là là. On n'aura pas le secret du foie gras. Voilà, on est parfait. Alors, on est joli, net. Alors, pareil, nous, on aime la perfection ici aujourd'hui. À la maison, les petites parures, vous les mettez pas de côté. Hein. On les réétale s'il y a besoin. On peut aussi les cuire, ça marche aussi très bien. Oui. Oh, il est magnifique celui-là. Hop. On est bien là. Hein. Ah ouais. Ça va cuire relativement vite. Oui, ça cuit rapidement. On va les mettre. Et ça, tu vois, c'est un truc qui est assez facile parce que tu peux aussi en faire d'avance. Et puis tu peux aussi les bloquer et les garder dans une petite boîte. Et quand tu en as besoin, tu rentres le soir vite fait, tu rentres du boulot, t'as pas le temps, tu reçois du monde à l'apéro, t'as pas envie d'ouvrir des boîtes. Bêtement, tu te dis tiens, je vais leur faire plaisir, je vais faire un truc que j'ai fait moi-même. Et ben tu les ressors, tu les mets sur une plaque et directement dans le four. Là, je traduis. Bloquer, ça veut dire mettre au congélateur. Oui, pardon. Voilà, donc vous les faites prendre au congélateur, vous les stockez dans une petite boîte dans votre congélateur, et ensuite, effectivement, vous rajoutez 1 à 2 minutes de cuisson sur le temps qu'on va vous indiquer, et ça suffit amplement pour avoir de magnifiques sablés. D'ailleurs, je rebondis un petit peu, mais l'avantage aussi de ces fours maintenant avec la vapeur comme ça, tu sais, avec 25% de vapeur, des choses comme ça, c'est que pour réchauffer, enfin pour faire décongeler quelque chose que tu as dans un congélateur, il y a une touche aussi. Oui, donc ça permet d'avoir un peu de vapeur et de ne pas dessécher. Ce soir, tu as oublié ton poulet, tu le sors du congélateur, tu as une touche là, tac, tu appuies dessus, ton four il te décongèle ton poulet tranquillement sans le pré-cuire. Sans le pré-cuire, c'est important parce que c'est... Et après, tu enclenches. Et après, tu le mets en cuisson mode mixte et ton poulet, il va être à la fois doré et en même temps moelleux et juteux à souhait à l'intérieur. C'est ça qui peut être de temps en temps compliqué à comprendre pour les gens. La vapeur, c'est pas forcément que les haricots verts et les asperges. La vapeur peut quand même rajouter de la couleur parce qu'on peut monter très haut. C'est-à-dire que là, sur cette touche-là, on n'a pas une forte arrivée d'eau. C'est vraiment
une petite projection. Cette projection qui est vraiment bien régulée, qui est naturelle et bien, on va dire constante. Voilà, constante exactement. Elle vient pas mouiller la pièce, elle vient juste la nourrir et permettre d'éviter un dessèchement. On est comment là? Ah non, à mon avis, il sonne, il a besoin d'eau. Ah, on dirait. Ah bah oui, c'est ça. On va vous le voyez en direct avec nous. Donc il sonne quand il a besoin d'eau. Hop, on ouvre et on n'a pas besoin d'arrêter le four pour remettre. Tiens, remets un petit peu d'eau, puis tu vois, la croûte, la croûte, elle dort bien et en même temps, on sent qu'elle est pas sèche. Je suis en train de me dire, c'est un peu comme le pain. Quand on démarre du pain, en fait, on met un grand verre d'eau à la base dedans. Oui. Faire nos pains dans ce type de four, c'est génial en fait. Pour le pain, c'est génial. Exactement. On a vraiment. Ah bah, il y a un connu qui justement qui demande. Je vous jure, j'avais pas regardé en même temps, mais on est vraiment en plein dedans. Ça marche pour le pain avec la vapeur. Oui. Pour le pain, c'est génial parce qu'on n'a plus besoin de mettre le verre à l'intérieur et on maîtrise complètement son humidité dans le four. Alors, on enfourne notre petit sablé. Je crois même qu'il y a un programme pour le pain. Un programme pain. Il y a plein de programmes. Hein. Là, moi, je vous montre les choses les plus simples pour que vous compreniez que cette petite machine, elle est révolutionnaire et elle est géniale comme aide cuisine à la maison. Parce qu'en plus, elle est intelligente, elle vous parle. Si elle nous parle. On va demander mieux. Hein. Elle nous parle, mais en silence. Et du coup, après, il y a des programmes extraordinaires à l'intérieur. Il y a des choses à faire assez époustouflantes. Donc là, on y va. Allez. On va mettre nos sablés au four. On met les sablés au four. On rappelle qu'on est en mixte, vapeur et... Toujours pareil, 25% de vapeur. Voilà. Vapeur et chaleur tournante. Là, j'ai mis à 180. 180. On va surveiller, si ça va un peu vite, on baissera un peu ou on éteindra. Et le temps va dépendre un petit peu de l'épaisseur des sablés que l'on va mettre. Exactement. Moi, j'ai dû vous mettre un temps sur la recette. Si je remets mes petites lunettes de professeur. Alors, cuire 25 minutes. À mon avis, là, on va pas cuire 25 minutes. Oui, mais on les a vraiment fait fins. On les a fait très fins. Voilà. Ouais. On les a fait très fins. On les a fait très fins. Ce soir, on est pressé. Hop. Alors, revenons, pendant que tout est en train de cuire. Moi, là, la tarte, je peux vous la décrire. Il y a le caramel qui commence à mijoter légèrement, qui revient sur les côtés. On commence à avoir des odeurs. Ah, on a des odeurs. On a le feuilleté qui commence à souffler légèrement et à croustiller. C'est top. Les sablés, bon, on vient de les enfourner. On va pas vous mentir en disant qu'il y a des odeurs. C'est faux, pas encore. Mais ça va venir avec la menthe. Ouais. Donc, pendant ce temps-là, sur la recette originale que tu nous avais proposée, tu nous avais parlé de ce céleri de croûte de sel. Céleri en croûte de sel qui peut servir d'aliment à temps complet. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on se fait une belle tranche de céleri et à côté on peut se faire un petit jus parfumé à la moutarde, au curry, au réfort, à tout ce qu'on veut. On peut se faire une petite crème et on le pose et on le fait juste comme ça. Ou alors on fait une belle tranche, on le met dans l'assiette. On peut mettre dessus une tranche de saumon fumé, une tranche de haddock, tu vois. Ça joue aussi. Avec des poissons fumés chauds ou froids, n'importe. Chaud ou froid, ça marche avec tout. Vous faites un faisan, un perdreau. En ce moment, on est en plein dans la période de la chasse. Et ben, on sait jamais quoi faire en garniture. Plutôt que de faire des pommes de terre, vous prenez votre céleri, allez hop, au four comme ça. On coupe des tranches, on peut le faire devant les gens, c'est facile. Bah oui, on va le montrer la tête que ça a dessus. Alors, il faut bien comprendre que c'est pas trop salé. Non. C'est ça qui est toujours un peu spectaculaire aux gens. C'est aussi pour ça que peut-être que tu as gardé la peau du céleri. La peau du céleri permet d'avoir une protection naturelle et permet de pas être trop salé. Donc ça va être juste Par exemple, si on fait un bar en croûte de sel, ce qui est génial dans ces fours-là, justement, en jouant à la fois sur l'humidité et le côté sec et la chaleur tournante, eh ben, on recouvre son poisson de cette croûte de sel et la peau va empêcher l'intérieur. Et quand vous allez enlever la croûte de sel sur le bar, alors on coupe comme ça autour un petit peu. Si c'était un poisson, on ferait comme ça, on couperait autour. On enlève la croûte de sel et la peau part avec. Et on se retrouve avec la chair bien blanche et tout de suite parfumée. Alors c'est bien sûr, utiliser un bon sel, encore une fois. Le sel gris de Guérande, il est bien, il est plein d'oligo-éléments, il y a plein de choses, il y a des saveurs et il sale pas trop. Et en croûte Parce de sel, que le problème souvent des sels, c'est qu'ils sont trop salés. Alors, et pour la croûte de sel pour le poisson, la sonde, comme ça vous êtes sûr et certain de la cuisson, c'est pas du piffonnage. Ouais, exactement. On a Véro77 qui nous demande, on m'a évoqué récemment les avantages des cuissons douces. Est-ce possible avec ce four vapeur ? Ah ben bien sûr. Alors là, on est totalement dans la question. Là aussi, on a une touche. Quand vous faites votre choix mode de cuisson, vous avez une touche basse température.
Et là, on rentre vraiment dans la, dans la haute gastronomie, puisqu'on rentre un petit peu dans notre terrain de jeu à nous, les chefs cuisiniers. Et là, vous avez une touche, votre four fait la basse température tranquillement. Alors, j'ai pas besoin de casser ma croûte comme ça et d'en mettre partout, parce que là, j'ai vu qu'elle se décolle toute seule. Donc, on va éviter d'en mettre partout, vous avez vu. Ça, c'est quand je vous montre, c'est comment, c'est comme ça. Voilà. Je vous dessus. montre comme ça. Vous avez vu qu'on a à la fois une croûte bien dorée, bien dure, bien sèche. Et à l'intérieur, grâce à l'humidité gardée dans le four, on a vraiment ce côté hyper moelleux. Regarde, on dirait une pâte à pain. Ah ouais. Ça, on peut en faire quelque chose ou pas? Non. C'est vraiment trop salé. Ça sert à rien. Ou alors on le met au milieu de la table et on met des fruits dedans. C'est très joli. C'est bientôt la fête des pères. Bon, ou du moins, il y a encore un peu de temps pour la fête des pères, mais on pourrait imaginer ça. Voilà. Là, on voit aussi tout de suite à l'œil que le céleri, il est resté bien moelleux. Ah, ça se coupe, mais c'est le couteau, il s'enfonce. C'est du beurre. Alors pareil, j'appuie pas sur mon couteau. Hein. Je fais une belle tranche. Alors, même au bruit, là, on n'entend peut-être pas avec les micros, mais on a... Le bruit, la petite vapeur qui s'en dégage, ah ben là, on la voit bien à l'écran. Et il n'a pas bougé en couleur. Non. Non, c'est aussi l'avantage, c'est que du coup, on n'a pas ce côté, tu sais, un peu desséché par le four. Ouais, là, on reste terne, vraiment... ivoire, là, voilà. On est vraiment magnifique. On a l'impression presque qu'il vient d'être coupé, ou enfin cueilli, et qu'il est encore tout frais, qu'on n'a même pas cuit. Donc après, on peut enlever la peau. Voilà, ça, c'est un peu comme un melon. Les découpes, c'est comme on veut. On va s'amuser comme ça. Voilà. Du coup, on rajoute surtout pas d'assaisonnement, hein, parce qu'on est pas mal. Il y a déjà tout. Il y a tout dedans. Il a gardé, parce que l'avantage aussi de faire une croûte comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il cuit finalement dans son jus un peu. Donc il garde vraiment toutes ses saveurs, il garde tout, on perd rien. Et ça, c'est génial aussi. Niveau du goût, c'est incroyable. Alors, si on revient maintenant à notre recette de tatin tout à l'heure, ouais. En fait, tu pars de ton demi-céleri comme ça, et c'est ce céleri-là que tu aurais coupé en tranches très fines. Voilà, et en fait, je recoupe mon céleri en tranches fines. Alors là, par contre, je le ferai pas à la mandoline, on a bien compris. Hein. Je le ferai avec le couteau. Mais c'est beaucoup plus simple. Toujours en utilisant toute la lame. Vous voyez, j'ai pas besoin d'appuyer. C'est un peu comme si je découpais une tranche de saumon. Je sais pas si on me voit bien. Voilà, mais j'utilise toute la lame. Je peux même le faire à 2 doigts. Hop, mais l'avantage, c'est vraiment faire comme ça. Voilà, et je peux monter mon céleri. Donc il est pré-cuit, ça va encore plus vite. Et en plus, on a gardé vraiment toutes les saveurs du céleri, puisqu'il a déjà pré-cuit, pré-assaisonné. C'est un truc assez génial. Tu veux goûter? Ah oui, moi je vais goûter. Allez, faisons-nous curieux. C'est toujours embêtant quand on goûte avec des micros, parce que vous en profitez aussi. Mais en fait, c'est bon quand même. C'est bon, la cuisson est parfaite. On a encore un peu de croquant, on a du moelleux, on a des saveurs qui à la fois... En plus, l'avantage, c'est que ça enlève peut-être le surgoût qu'on pourrait avoir. On est dans un céleri. On est plus trop fort maintenant. On est vraiment juste équilibré. Et on a ce côté vraiment très moelleux. On a le côté moelleux, on a le côté moi, terroir. Moi, je dis qu'on garde la vie un peu dans les limons. Alors, si on va là-dedans, tout ce qui est des betteraves, on pourrait faire tous les raves quasiment sur le même principe après. On peut s'amuser avec une pomme, une poire, une courge. Alors pas des grosses courges comme ça, bien entendu, quoi, quand on peut s'amuser, hein, c'est bientôt Halloween. mais l'idée après, c'est de faire tout ce qu'on veut. Vous pouvez faire un perdreau en croûte de sel, toujours en plantant la sonde à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de surcuisson. Vous pouvez faire un poulet en croûte de sel, vous pouvez faire un filet de bœuf, vous pouvez faire un morceau de cochon. Ah, j'en ai pas mis assez tout à l'heure. Ouais, mais tu sais, à mon avis, on peut laisser comme ça. On va le laisser finir. Alors par contre, faut peut-être changer, repartir sur... Attends, je vais te laisser faire. Ouais, j'ai pas mes lunettes. On met en mode classique. Alors là, on le voit déjà dans le four. Regarde, je suis obligé de mettre mes lunettes pour voir le four. Voilà, on le voit déjà. Elle est bien dorée, elle est dodue, gonflée. Ouais. Donc là, on quitte le mode vapeur et on va le laisser les quelques minutes restantes sur une chaleur tournante classique. Allez. Voilà, normalement c'est bon. Pendant que tu es là, moi je suis à côté du four. Là, on peut dire qu'on sent la menthe. Hein. On va le laisser finir comme ça. On n'a même pas besoin de l'embêter. Là, ça cuit tranquillement. Je vais débarrasser ça. Moi, je retourne manger un petit bout de...
Tout ça, on va se ranger quelque part. Ouais, je prends tout. Hop. Alors. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Les petits sablés, on en est où? Est-ce que tu as des questions? Alors, j'ai plus de questions pour l'instant, mais... Ah si, j'en ai deux. Pardon, hop. Inconnu qui dit « Je suis bluffé du résultat ». Alors, on confirme, c'est tous les légumes comme ça, les poissons et tout, c'est vraiment une cuisson à maîtriser, ça. Et quand il y a un peu de vapeur, en plus, c'est quasiment ratable. Oui, c'est quasiment ratable grâce à l'apport de vapeur. Après, encore une fois, moi, je vous conseille tous d'essayer, de vous amuser, essayez chez vous, et puis vous voyez ce qui vous convient le mieux, si vous avez envie de le faire avec un fruit, avec un légume ou avec une viande ou un poisson, quoi. Et Mariana qui nous demande, pouvez-vous préciser le temps de cuisson en croûte de sel? En croûte de sel. Pour un gros céleri comme celui que je viens de faire, je l'ai laissé 45 minutes. Pour un gros céleri comme celui-ci. Hein. Mais alors, vraiment l'idéal, alors là par contre vous pouvez vous servir de la sonde, mais pas pour savoir à l'intérieur, bien qu'on peut le faire aussi. Hein. Vous pouvez très bien cuire votre céleri en croûte de sel en mettant la sonde à l'intérieur. Mais sinon, vous pouvez aussi piquer avec la sonde et vous voyez si ça rentre bien dedans, si c'est moelleux, pas moelleux, c'est comme une pomme de terre, hein. Ça fait la même chose. Mais si vous voulez être sûr, vous mettez la sonde, je veux être à temps, à cœur, et puis on y va, quoi. On regarde nos petits sablés? On regarde les sablés. Ça fait pas tout à fait 25 minutes, si? Non, les sablés, ça fait pas 25 minutes. Non, il doit manquer, à mon avis, il manque encore un tout petit peu de cuisson. On peut peut-être sortir la tatin. La tatin, elle en était où dans... Je pense qu'elle était bonne. Hein. Tu veux la poignée? Oh là, à chaque fois que je l'ouvre... On voit bien la vapeur. Ouais. On voit bien la vapeur. Faut pas l'ouvrir avec des lunettes. Vous voyez, on vous fait toutes les astuces, c'est vraiment... Là, ça commence à se sentir vraiment bon. Ah, ça se chante. Ouais, on voit encore les bulles là qui... Je sais pas si vous entendez, mais ça chante. Pardon, excuse-moi. Je ferme. Alors, on ferme, sinon on va avoir très chaud. Déjà très chaud. On l'a vu aussi au passage, les chariots, ils sont montés sur des charnières. Oui. Très pratique pour très pratique. Quoi. Tu veux le remontrer? Ah, là, je remonte. On est là pour ça. Hop. Vous voyez les charnières, pensez vraiment à les utiliser. Ça vous permet d'éviter de manipuler, c'est beaucoup plus simple une fois qu'il est tiré pour manipuler les plats. C'est pour les risques de brûlure. Hop, alors. Oh, c'est beau ça. C'est beau, hein. Un grand plat. Hein, tu veux un grand plat? Ça va être trop petit, ça, non? Peut-être mieux. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Hop. Alors là, c'est toujours la surprise. C'est toujours la surprise. Ça va être bien, ça va pas être bien. Donc la tatin, on retourne, hein, on est bien d'accord. On rappelle un petit peu le principe. On a mis au fond, on a fait bouillir du miel. Avec du beurre. Avec du beurre. On a mis un petit peu de piment, il me semble. Piment, oui, on a assaisonné piment. De la moutarde. On a taillé les fines tranches. Alors celui-ci de céleri boule. Cru. Je sais pas si on en a encore. On a encore quelques millimètres. On peut en remontrer si les gens n'étaient pas là. Super fin. Si on a le temps, on peut faire avec le céleri de boule cuit en croûte de sel. On a fait des couches. Sur ces couches-là, entre les couches, on a mis des amandes. On peut aussi se dire que les amandes, on les met à la fin, mais si on les met à la fin, il faut les faire torréfier. Sinon, ça n'a pas un grand intérêt. Ouais, donc torréfier, ça veut dire qu'il faut les passer au four avant pour qu'elles soient bien dorées et bien croustillantes. On peut même rajouter un peu de fleur de sel dedans si on a envie. On peut même rajouter un tout petit peu de sucre cassonade et un peu de fleur de sel si on aime ce côté un petit peu sucré-salé, un petit peu amusant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis un tout petite pointe de beurre dessus qui va fondre et couler à l'intérieur et nous donner cette gourmandise extrême. Et on a recouvert d'une pâte. Alors cette pâte-là, c'est pas nous qui l'avons faite. Pour vous montrer justement qu'on cuisine simplement, on a acheté une pâte et on l'a posée dessus. Pâte feuilletée. J'ai une petite, avant que tu te lances à démouler, une petite question pratique, mais qu'on peut tous se poser. Quel type d'eau doit-on mettre dans le réservoir? De l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille? On ne met pas de l'eau en bouteille, on met de l'eau du robinet. Voilà, c'est une question un peu piège. Là, on a mis de l'eau du robinet. Vous mettez de l'eau potable? Sachant que si vous mettez de l'eau avec du calcaire, forcément, ça fait comme sur toutes les machines. Vous mettez du calcaire dans votre machine, mais bon,
Si vous voulez vous amuser, mettre de l'eau du robinet, vous avez le droit aussi. Si vous avez aujourd'hui, il y a plein de machines pour enlever le calcaire. Si vous avez une eau ionisée ou autre, allez-y, quoi. C'est pas différent de n'importe quelle matière qui utilise de l'eau, donc oui, vous pouvez le mettre au robinet. C'est comme toute machine qui utilise de l'eau, enfin, sur votre machine à laver ou autre. Alors là, on va voir la surprise. Donc on a bien posé l'assiette dessus. On pose l'assiette dessus. Et on cherche pas à essayer de ramener le plat à l'envers, ça marche pas. La seule manière de faire. C'est la grille qui m'embêtait un peu. Ah, pardon. Du coup, je me suis accroché dedans. Alors, tant que l'on ne retourne pas notre tatin, vous pouvez la conserver au chaud. La pâte, elle reste croustillante et tout, puisqu'elle est dessus. Oui. On peut la conserver au chaud. On peut même éteindre son four et laisser tranquillement dans le four, parce que le four va pas la dessécher vu qu'il y a un peu de vapeur dedans. On est tranquille, on est dans un élément vraiment, on va dire optimum pour la tarte. Alors là, il y a le jus qui commence à couler autour. C'est beau, hein. Il y a eu une sorte de d'effluve qui est venu lancer. Le chef regarde en avant-première et vous avez quelques instants avant de savoir si en fait ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Ça commence à sentir. Ça va être difficile de vous dire qu'on a tout raté. D'après toi, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Bah ouais, écoute, ça a une belle tête. Bah vous ne saurez pas. La suite au prochain épisode. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. On a vraiment pris toute cette couleur caramel. Alors c'était pas même pas caramel, hein, c'était juste le miel qui était un peu foncé. Ouais. On n'a pas perdu trop, il n'a pas trop fondu notre. Pas trop fondu. Je serais d'avis de la couper si tu veux pour avoir une belle tranche. Oui. On va se prendre bâton. Ah bah voilà. Vas-y. Alors, on en parlait tout à l'heure, hein, mais cette tatin de céleri peut être servie soit en garniture, soit vous en faites un repas. Hein. Alors, elle est très bonne froide aussi. Ah ouais, là. Regardez. Et l'avantage, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, hein, l'effet un peu millefeuille d'avoir mis des tranches fines, c'est assez génial parce que même quand tu croques dedans. Attends, je vais juste. Ah bah voilà. Je vais le mettre comme ça. Ouais. Quand tu croques dedans, tu as cet aspect au niveau de la texture qui est génial. Ça croque, c'est d'une gourmandise infernale. C'est pas du tout purée. C'est pas du tout purée. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On garde vraiment la texture à chaque fois. Et alors moi, j'irai faire un petit tour de moulin à poivre comme ça pour lui donner un peu de relief et une pointe de fleur de sel. Tac. Voilà, on est génial. Tu sais ce qu'on aurait pu faire aussi? Utiliser la pâte à sabler, la mettre en dessous, pâte à sabler à la menthe. Un peu poivré, tu mets en dessous, tu fais cuire aussi comme ça. Je pense que là, quand on veut démontrer que la cuisson vapeur, c'est pas juste une cuisson avec des haricots, là, on a vraiment quelque chose d'assez dingo. On n'aurait pas imaginé la tarte au départ avec la cuisson vapeur. Ce qui est magique, c'est qu'on n'imagine pas dans notre tête mettre une pâte effectivement dans un four avec de l'eau. Et en fait, on s'aperçoit que à la fois, on a gardé le légume avec cet aspect brillant, moelleux, tendre, aucun dessèchement, aucun aspect un peu brûlé. La pâte, la même manière, on a le croustillant, on a le fondant, on a le goût, on a tout conservé et en plus, voilà, c'est. Et ça, c'est juste, on parle beaucoup entre nous, mais vous voyez qu'en fait, les fours ont travaillé pour nous. Hein. On aurait eu le temps de faire une petite sauce, une petite salade. On aurait peut-être même pu les mettre la table. On aurait mis 10 minutes. Ouais, c'est ça, c'est assez rapide. On regarde nos sablés. On regarde nos sablés qui, à mon avis, sont cuits. Ça, je la garde ici à côté de nous. C'est parfait. Ça sent bon. C'est parfait. Donc ça, on n'a pas encore trouvé la manière, excusez-moi, de vous envoyer l'odeur et les saveurs. Donc on essaye de vous les faire partager, mais jurez, nous on va le manger. Alors, toujours pareil, le rack pour sortir pour pas s'embêter. Ouh, ils sont magnifiques ces sablés. Donc pareil, là on rappelle, ils ont été cuits avec de la vapeur. Là ils ont été cuits avec la vapeur. Et par contre, ils sont toujours colorés et ils sont pas mous. Ils sont pas mous, ils sont beaux, hein. Ils sont pas non plus trop secs. On a gardé le côté sablé, celui qu'on recherchait, et en même temps, tu vois, on est dans quelque chose de moelleux, croquant, tendre à la fois. On est vraiment dans presque la perfection. Oh, faut le dire. Je sais pas qui a mis la fleur de sel sur ces sablés, mais franchement, ça change tout. Ah, ça change tout.
Alors là, ils sont trop chauds, hein, les mangez pas comme ça, sinon ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de les manger froids. Ouais, on le voit là, si vous essayez de les faire là, ils sont vraiment très friables, ils vont reprendre un tout petit peu de texture après. Ouais, ça, effectivement, je les imagine très bien à l'apéritif. Ouais, et puis tu sais ce qu'on peut faire aussi, c'est râper un peu de parmesan dedans. Et du coup, tu te fais des petits sablés parmesan à la menthe, là. C'est quelque chose de génial. C'est incorrigible, la cuisinier. Hein. Ça voit un truc, ça sort du four, ça va absolument le prendre, même quand c'est chaud. Hein. C'est ça, c'est... À la maison, vous avez vraiment... vous pouvez le laisser sur la plaque, ça change rien. Là, tu vois, c'est les premiers, ils sont un peu plus friables. Hop. Hop, tu les voilà. casser. Nos magnifiques petits sablés. Et ben voilà, hein, écoute, on a fait deux recettes pas magiques, mais presque. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous avez envie de les refaire en tout cas. Hop. Alors, je vais les mettre bien devant moi. Tac. Voilà, et on va mettre la tranche ici pour que vous puissiez bien voir. Donc on termine bien, on a fait notre tarte tatin céleri avec le miel, le mélange de miel et moutarde, on l'a taillé en tranches, et les petits sablés mentent à la perfection. Bon, c'est génial, hein. Eric, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez partager toutes vos variantes ou vos recettes que vous allez réaliser exactement de la même manière sur Electrolux France avec le hashtag sur tous les réseaux sociaux. Tous ces cours, vous allez les retrouver sur la chaîne YouTube Electrolux, forcément en replay à partir de lundi, et ils seront tous disponibles jusqu'au 31 décembre. Allez, nous on se dit à très bientôt. On a encore plein de recettes comme ça. On en a d'autres. Allez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.